Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être une fois de plus présents à cet autre rendez-vous sur For You Media Africa, votre média panafricain. Vous nous suivez bien sûr en direct de différentes plateformes également, Facebook, YouTube ou encore notre application For You Media Africa ou tout simplement chez vous, mais aussi à travers la 96.3 FM, la radio panafricaine For You Africa. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus d'être avec nous. Eh bien, ce soir, on va jeter le regard du côté du Sénégal et on va parler cette fois-ci de la situation sociopolitique dans ce pays, du moins au Sénégal, par rapport à l'actualité bien sûr, qui s'est déroulé aujourd'hui. On parle celui-là qui est considéré comme le principal opposant, Ousmane Sonko, également déclaré candidat à la présidentielle de 2024, et donc sous le coup d'une inculpation pour viol présumé contre une employée d'un salon de beauté. Il a été entendu ce jour dans le cadre d'une audition, une affaire qui, selon lui, est un piège du président Macky Sall, le président sénégalais. Eh bien, la veille, il a fait une sortie dans laquelle il appelait ses sympathisants et soutiens au calme, car l'on se souvient que sa mise en examen avait déclenché de violentes émeutes faisant au moins une dizaine de morts. Pour les partisans de l'opposant, donc le président Macky Sall veut tout simplement écarter les redoutables adversaires politiques. Alors, qu'attendre de ce procès qui a débuté? Pourquoi ce bras de fer tendu entre le président Macky Sall et l'opposant Ousmane Sonko? Dans quelle mesure ce dernier pourrait être une menace pour le pouvoir en place, et pourquoi justement ce ralliement massif, du moins ce qui nous est présenté derrière bien sûr l'opposant Ousmane Sonko? On en parle dans un instant. Eh bien, pour en parler, notre consultant permanent sur ce plateau, Jonathan Batengeni. Bonsoir, bienvenue monsieur. Bonsoir Manuela Sikendoumbe, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les panafricanistes qui mènent le combat sur toutes les plateformes. Il faut dire qu'ils sont les grands gagnants de cette bataille, c'est eux qui réalisent ce combat. Leur disons merci, merci de continuer à nous faire confiance. Nous continuons ce combat qui a commencé depuis plusieurs générations déjà, 5 siècles que nous nous battons. Ce n'est pas un combat qui a été commencé par nous. Il y a 5 siècles que nos ancêtres ont commencé ce combat et nous sommes les poursuivants de leur combat, de leur noble combat pour la dignité de l'être humain, de l'Africain surtout. Bonsoir à tous les techniciens, grâce à qui vous avez cette qualité de retransmission impeccable. Bonsoir à tout le personnel For You Media, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense, ciment de l'unité et de l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Eh bien, nous avons notre coup de gueule habituel contre les autorités du dictateur despote sanguinaire, le président ivoirien, M. Alassane Dramane Ouattara, qui retient dans ses geôles. Il a embastillé notre sœur Edith Bucheri-Ballet, combattante de la liberté, combattante de la vérité, qui a surtout mis à nu le système de mercenariat qu'il avait organisé pour la déstabilisation du Mali, en partenariat avec la jeune française, dont 30 mercenaires français qui utilisaient le passeport ivoirien à côté de 16 soldats de l'armée régulière. Cette situation a valu, la découverte de la vérité a valu à notre sœur Edith Bucheri-Ballet une détention arbitraire à la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Nous demandons sa libération inconditionnelle et sans délai. Nous disons à notre sœur Edith Bucheri-Ballet beaucoup de courage. Courage, Edith, nous sommes avec toi.
tu es une icône du combat africain, du combat panafricaniste aujourd'hui. Merci à vous, Jonathan Batengene. Eh bien, on va partager ce plateau, du moins, cette autre édition, avec un autre invité. Il intervient du côté du Sénégal, M. Ibrahima Thiam. Vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes économiste, entre autres. Vous êtes membre du bureau politique national de PASTEF, les Patriotes. Vous êtes également coordonnateur national de la jeunesse patriotique du Sénégal. Bonsoir à vous, M. Ibrahima Thiam. Merci d'être là ce soir. Bonsoir, madame. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers vos différentes plateformes de diffusion. Un honneur et un plaisir pour moi aussi en tant que jeune patriote qui milite pour le patriotisme et le panafricanisme, comme notre parti PASTEF les Patriotes, qui signifie les patriotes africains pour le travail, l'éthique et la fraternité. Donc, un honneur et un plaisir pour moi aussi d'accepter avec plaisir votre invitation en tant que média africain qui milite aussi pour le patriotisme. Voilà donc le décor planté, chers téléspectateurs. On va donc commencer à ouvrir notre débat, on le rappelle, autour de l'actualité politique au Sénégal. On parle d'un bras de fer flagrant entre le président sénégalais Macky Sall et l'opposant Ousmane Sonko, qui, on le rappelle, a été entendu ce jour du côté de Dakar dans une affaire de mœurs. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de remous? Pourquoi les projecteurs sont si tournés vers cet opposant Ousmane Sonko alors qu'il y a d'autres leaders politiques justement dans le pays? Quel est l'enjeu autour de la prochaine élection présidentielle? On rappelle que du côté de l'opposition, on accuse le pouvoir de vouloir confisquer justement le pouvoir pour un nouveau mandat du président Macky Sall à la tête du pays. Je vous propose, avec le concours de la réalisation, ce petit élément, ce petit reportage réalisé par nos confrères d'Africa News. Le principal opposant sénégalais Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle de 2024, est toujours sous le coup d'une inculpation pour viol présumé contre une employée d'un salon de beauté. Une affaire qui, selon lui, est un piège du président Macky Sall. La mise en examen de Sonko avait déclenché de violentes émeutes, faisant au moins une dizaine de morts. Si nous décidons de nous battre, nous assumerons. Advienne que pourra. Nous n'en sommes pas là, chers compatriotes. Et c'est pourquoi je vous demande solennellement de vaquer à vos occupations, de ne pas venir chez moi, ni au tribunal, de ne pas vous attrouper, parce que c'est une procédure ordinaire. Ça ne se jouera pas demain. Nous n'avons pas à tomber dans le piège de Macky Sall. Ce monsieur est fini. Il lui reste 16 mois à la tête de ce pays et il partira. Plusieurs membres de la famille politique d'Ousmane Sonko, dont la coalition Yewi Askanoui, lui ont apporté leur soutien, promettant de faire bloc face à toute injustice. Nous lançons un appel à nos concitoyens. Nous leur dirons qu'aujourd'hui la situation est grave. Elle l'a toujours été depuis 2012, mais encore plus aujourd'hui. Nous leur demandons de ne laisser rien passer. Nous leur demandons de se tenir debout et de faire bloc avec cette opposition, avec la coalition Yewi Askanoui, pour faire face à ce président de la République obsédé par une troisième candidature. Tous ces stratagèmes, tous ces subterfuges, leur soubassement n'est rien d'autre que vouloir poser une troisième candidature. Deux autres adversaires du président, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sali, et l'ancien ministre Karim Wade, ont vu leur trajectoire interrompue par des ennuis judiciaires. Le pouvoir se défend de toute instrumentalisation de l'appareil de l'État. Voilà, merci à la réalisation pour cet élément. On va commencer par vous. Monsieur Ibrahima Thiam, on rappelle que vous êtes en fort soutien justement de l'opposant Ousmane Sonko. Pourquoi ce soutien à Ousmane Sonko? Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement en place du côté du Sénégal? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Je crois que c'est une question importante en tant que jeune aussi. Qui fait la politique pour la première fois, parce que je rappelle que le parti PASTEF les Patriotes, c'est un parti nouveau qui a été créé en 2014 par des inspecteurs de domaine, donc je crois que vous connaissez un peu l'histoire. Un an après, quand j'ai commencé à écouter le discours du président Ousmane Sonko,
En tant que jeune cadre, je suis tombé amoureux de son projet et voilà, l'histoire a démarré là-bas. Et parmi des milliers de jeunes Sénégalais, au début, qui ne faisaient pas de la politique, mais qui se souciaient un peu du discours et même de la crise dont le Sénégal comptait. C'est ça qui nous a motivés en tant que jeunes à s'engager aux côtés de Pastef, éventuellement de son leader. Et depuis des années, donc, ça monte en crescendo. Et là, je peux dire que la moitié même, le tiers même de la jeunesse sénégalaise est avec Pastef et à son leader. Donc, c'est un espoir. C'est envie de voir une nouvelle alternative politique et une nouvelle offre politique basée sur le patriotisme par rapport à toutes les politiques publiques et de gouvernance également et de l'autonomisation de notre économie qui pense que ça a manqué le Sénégal et beaucoup de pays africains. Donc c'est ça qui nous a un peu motivés à s'engager auprès du leader Ousmane Sonko. Et jusqu'à présent, nous sommes à ses côtés parce que c'est une force de la jeunesse. Et vraiment, nous portons ce combat avec lui, ce qui nous a même motivé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, au mois de mars passé, quand le pouvoir en place voulait lui liquider sa trajectoire. Donc, il y a la jeunesse qui s'était mobilisée. Et malheureusement, il y a eu des morts, paix à leur âme. Ça ne nous a pas motivé encore à continuer ce combat avec lui. Mais monsieur Thiam, alors il y a cette affaire de mœurs. Vous, tout à l'heure, nous avons échangé. Vous avez suivi justement cette audition de l'opposant Ousmane Sonko. Pourquoi est-ce que vous, ces partisans, vous estimez que c'est une affaire politique et que le pouvoir en place veut simplement l'écarter? Effectivement, vous l'avez rappelé dans le reportage, parce que le président Ousmane Sonko, c'était un novice en politique. Il s'était engagé en politique en 2014 comme inspecteur des impôts et domaines. Un an après, il a été radié de la fonction publique. Après, il a continué son trajectoire. Après, il a été élu député en 2017 avec 37 000 voix. 5 ans après, il est parti d'une élection présidentielle avec 15%, qui est équivalent à presque 687 000 voix. L'année dernière, la dernière présidentielle en 2019, il a eu 15%. Pour cette année, les deux élections locales et législatives avec sa coalition Yewwi Askan Wi, donc il est sorti deuxième dans les calculs des échéances. Maintenant, pourquoi nous on croit toujours à son projet et par rapport à cette problématique de mœurs, parce que je rappelle que la pratique politique qu'on voit souvent au Sénégal, toujours on voit un pouvoir, ça remonte même depuis le président Senghor. C'est chaque fois un peu d'utilisation de la justice publique des adversaires politiques. Si on se réfère au dernier contexte des 10 dernières années, on a vu le président Macky Sall quand il était venu en 2012. L'un de ses principaux challengers à l'époque, c'était Karim Wade et Khalifa Babacar Sall, l'ancien maire de Dakar. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Donc après ça, il a vu que Pastef avec son leader commence aussi à prendre du poids. Donc il a cherché partout pour nuire le président Ousmane Sonko. Jusqu'à même quand il était inspecteur des impôts et domaines, il a essayé de voir s'il était impliqué dans des détournements ou bien dans des liens de corruption. Il n'a pas trouvé aucune preuve. Après, il a essayé de voir comment déstabiliser son parti. Il avait menacé de suspendre notre parti Pastef les Patriotes. Il n'a pas pu. Finalement, ce qui lui restait, c'était juste cette affaire de mœurs. Tout le monde a vu que c'était un dossier qui, au début, c'était un peu compliqué pour beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Pastef. Mais quand notre leader a parlé pour la première fois de cette affaire, un peu motivé pourquoi il était sur place par rapport à ces traitements qu'il faisait. Donc tout le monde a vu après le développement de l'affaire, on a vu des témoignages, on a vu aussi des anciens colonels de la gendarmerie qui faisaient même les enquêtes préliminaires. On a vu également le certificat médical qui a été délivré à la dame qui n'a pas notifié et justifié une thèse de viol. Au niveau de la gendarmerie également, il y a eu beaucoup de mouvements, donc jusqu'à même la radiation du capitaine Touré.
qui était aussi chargé de faire les enquêtes préliminaires. Tout ça avec le discours du président Ousmane Sonko. On avait assez d'éléments pour voir que cette thèse de viol ne peut être qu'un coup monté par rapport à cette acte politique, juste pour lui coller un motif d'inéligibilité par rapport à la prochaine élection présidentielle. Raison pour laquelle on a vu tout à l'heure, à la fin de l'audition, on a vu les avocats du président Ousmane Sonko qui étaient très confiants et constants par rapport à tout ce qu'ils disaient. Peut-être qu'ils n'ont pas avancé les fonds de l'audition, mais ils ont dit que leur client a été serein et il a répondu à toutes les questions sans gêne, avec toutes les preuves qu'il détenait pour montrer que c'était un dossier vide. D'accord. Merci à vous, Monsieur Thiam, déjà pour ce premier jet. On revient ici sur le plateau. Je poursuis avec vous, Jonathan Batenguene. Alors, cette sortie, on rappelle, Ousmane Sonko a été auditionné. Monsieur Thiam l'a rappelé également tout à l'heure. On rappelle aussi qu'il a fait une sortie hier où il a appelé ses partisans au calme, parce qu'on se souvient justement que la dernière fois, lors de sa mise en examen, il y a eu plusieurs manifestations. Il y a eu d'ailleurs également des morts. Déjà comme ça, de prime abord, une lecture par rapport à cette sortie quand même de M. Sonko qui appelle au calme. Beaucoup ne s'attendaient peut-être pas à ce type de message envoyé à ses partisans. C'est un dossier qui laisse perplexe. Je sais que les téléspectateurs et même le copanéliste que je salue déjà en passant, on ne sera pas totalement d'accord, on ne sera pas d'accord sur beaucoup de points. D'abord, pas d'accord. Pourquoi? Parce que l'élection de M. Sonko, et tout comme l'élection de M. Macky Sall, se passe dans des conditions où le Sénégal traverse un changement géopolitique important. Au Sénégal, depuis 2010, on observe la montée d'une fronde avec un mouvement Y en a marre. Y en a marre qui finalement en 2013, vous pouvez faire des recherches, vous allez trouver que Y en a marre, c'est financé par Lead International. Qui est Lead International, qui est une ONG au service de la diplomatie états-unienne. Et quand on parlait de changement géopolitique, vous verrez les liens. Y en a marre qui est au service des États-Unis et qui a comme financier Lead International, qui a aussi comme financier OSIWA, Open Society in West Africa, avec George Soros et Oxfam. Et vous avez les leaders de Y en a marre qui aujourd'hui, celui qui est considéré comme son leader, son leader, le nouveau coordonnateur, Aliou Sané. Aliou Sané qui est actuellement employé de Enda Tiers Monde, c'est une ONG également. Et Enda Tiers Monde est une ONG qui a pour financier des organisations qui sont pour l'une en France, l'autre en Suède et l'autre, je crois bien, en Grande-Bretagne. Et les trois organisations ont également en commun d'avoir comme partenaire institutionnel le State Department et l'UCED, ainsi que pour l'une OSIWA, Open Society Foundation. Vous avez donc là plusieurs organisations qui sont reliées à la nébuleuse de financement du State Department, du département d'État états-unien, et vous avez un type de problématiques qui sont abordées, qui sont des problématiques qui rentrent généralement dans le cadre de ce qu'on appelle les révolutions de couleur, c'est-à-dire des problématiques de lutte contre la corruption, problématiques d'égalité de genre, de lutte contre la discrimination des genres, les problématiques pour la lutte contre la pauvreté, qui ne sont en fait pas une véritable lutte contre la pauvreté, c'est des alibis géopolitiques qui sont mobilisés dans le cadre des relations internationales et qui sont utilisés, manipulés comme symbole de déstabilisation de certains pays. Donc, au niveau du Sénégal, il y a un basculement géopolitique et il y a une grosse bataille qui est en train d'être menée. La bataille, elle était d'abord entre les anciens colons, c'est-à-dire la France-Afrique,
et les États-Unis. Avec Abdoulaye Wade, la France a été mise en difficulté, elle a vraiment été mise en difficulté, et les États-Unis ont réussi à influencer, à infléchir un changement notoire. L'arrivée de Macky Sall était la victoire des États-Unis avec le mouvement Yanama. Vous vous souvenez que c'est le mouvement Yanama qui a porté les revendications. Seulement, Macky Sall, arrivé au pouvoir, il a voulu régler ses comptes, il a voulu faire volte-face avec les États-Unis. En 2013, il commet une enquête avec le ministère de l'Intérieur sur le mouvement Yanama, le ministère de l'Intérieur découvre des incongruités et des irrégularités dans les mécanismes de financement du mouvement. Et le mouvement va aboutir à une nouvelle fronde, et en 2015 émerge donc ce nouveau leader qui vient de l'administration et commet un ouvrage en violation des textes, parce que il faut le dire, même si la jeunesse le suit, il faut le dire de manière claire, quand vous êtes fonctionnaire, vous avez un droit de réserve. Un droit de réserve qui vous oblige à garder le silence sur les dossiers professionnels pendant la période de votre fonction. Et vous êtes déchargé de ce droit de réserve à votre retraite. Pour le cas d'espèce, Ousmane Sonko va écrire un livre où il va intégrer des éléments qui relèvent de son droit de réserve. Le problème c'est écrire, ou alors le problème c'est écrire durant sa fonction. Le mécanisme d'accession, c'est un contexte où il faut créer des éléments chocs pour susciter l'attention, parce qu'avec le mouvement Yanama, les États-Unis se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose à gagner. Il y avait une jeunesse qui était en quête de repères, qui avait besoin de leaders, et Macky Sall, qui était en train de couper la tête au mouvement Yanama via l'enquête qui avait été menée contre le mouvement, il fallait trouver de nouveaux mécanismes. Donc le livre qu'il commet n'est pas un livre anodin, c'est un livre il sait pertinemment qu'il viole une règle liée à son contrat de travail. Mais seulement il sait aussi quel est l'intérêt. Et vous allez voir, les principaux soutiens d'Ousmane Sonko lorsqu'il crée son mouvement PASTEF, c'est les membres du mouvement Yanama. Vous allez également trouver plusieurs autres éléments qui tournent dans la nébuleuse financée par les États-Unis. Vous allez trouver Monsieur Ndiaye, vous allez trouver certains économistes, vous allez trouver une économiste également qui est liée au système des Nations Unies, qui va l'accompagner en fait, qui va être un de ses gros soutiens médiatiques. Et c'est ces personnes qui vont développer autour de sa personne, qui vont créer ce leader tant recherché par les jeunes, qui va devenir l'icône de ce qu'on appelle l'alternance aujourd'hui au Sénégal. Alors, vous avez donc les États-Unis qui sont dans la bataille géopolitique au niveau de l'Afrique de l'Ouest et qui sont en train de prendre le dessus avec un ensemble d'éléments et de symboles. Le triomphe de ce symbole, c'est Ousmane Sonko. C'est encore confirmé par le type de lien qu'il va apporter à certaines oppositions en Afrique. Ousmane Sonko, c'est le principal opposant qui va soutenir l'opposant du Sénégal, le jeune opposant, Monsieur Success Masra. Du Tchad, du Tchad, Success Masra. Lorsque Success Masra organise ce qui aujourd'hui est finalement connu, et ceux qui doutent encore peuvent aller sur son compte Twitter, voir le texte qu'il vient de commettre, qui est déjà le début d'une déclaration de guerre avec la création potentielle d'une rébellion. Ceux qui doutent encore peuvent y aller. Ce qui est considéré comme étant les marches début d'une révolution de couleur au Tchad, eh bien le soutien de Sonko à Masra confirme l'axe géopolitique qui est créé par les États-Unis en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Il s'agit de nouveaux types d'opposition qui sont fabriqués, qui reprennent le narratif panafricaniste, et vous allez comprendre que n'ayant pas d'intérêt avec la France, il est à l'aise dans une rhétorique qui vise à fustiger la France. Il utilise des arguments qui sont proches du narratif
panafricaniste. Il dit par exemple, on va mettre le pays, il faut tordre le cou à la France, mais ceci rentre dans les jeux de concurrence au sein de l'OTAN. Les États-Unis sont en train de reconquérir l'espace géopolitique africain et pour cela, ils utilisent un ensemble d'acteurs dont Ousmane Sonko. Pour nous, panafricanistes, c'est un acteur qui aujourd'hui est devenu majeur, il faut en tenir compte sur le dossier sénégalais. Cependant, ce n'est pas un leader auquel nous allons apporter notre soutien. Il faut reconnaître qu'il a réussi à se tailler une stature de leader. Il y a beaucoup de personnalités qui lui viennent en soutien, qui sont des personnalités issues du réseau de financement des ONG de George Soros. Il y a beaucoup de personnalités comme ça au Sénégal. Quand vous regardez, même beaucoup de radios qui sont sur la place dakaroise sont des radios qui appartiennent à ces mécanismes d'influence qu'a créé OSIWA, parce que Open Society in West Africa a une représentation assez influente à Dakar. Et pour ceux qui doutent également du lien entre Yanama et les États-Unis, le mouvement Yanama, pour ceux qui ne le savent pas, a été légalisé un jour avant, du moins même la veille de l'arrivée de Barack Obama au Sénégal. Vous comprenez ce que ça signifie? Barack Obama avait annoncé au président qu'il rencontrerait les leaders de Yanama. C'était une forme de pression subtile. Donc, il y a toutes ces relations qui sont établies. Ousmane Sonko, aujourd'hui, il a dit qu'il mènera le combat avec Yanama. Il a dit on le mènera ensemble. Ce qui est normal, c'est un soutien. C'est un soutien. Mais quand vous êtes dans l'axe panafricaniste, il y a un type de soutien que vous n'acceptez pas. Donc, rien que le fait de s'allier de ce genre de mouvement, pour nous demandons aux panafricanistes de se garder, de placer beaucoup d'espoir en Ousmane Sonko, parce qu'il est le joker des États-Unis sur le dossier sénégalais. Cela n'exclut pas le fait que le président Macky Sall ait commis beaucoup d'erreurs, n'est pas lui-même un panafricaniste, nous ne disons pas qu'il est panafricaniste, n'est pas lui-même un panafricaniste, même s'il a à un moment flirté avec les mouvements panafricanistes, c'est-à-dire il s'en est rapproché, mais n'a pas posé d'acte qui amène à dire qu'il est panafricaniste. Donc, ça n'exclut pas la mauvaise gestion du président Macky Sall, ça n'exclut pas aussi le fait que lui-même ne soit pas un des soutiens du panafricanisme. Les enjeux vont au-delà. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est dire que le dossier sénégalais ressemble, comme nous disions déjà sur le Tchad, au dossier burkinabé de l'époque de Damiba. C'est-à-dire, en face, vous avez des prétentions, vous avez des concurrents qui ne sont pas véritablement une alternative, ils sont le changement dans la continuité. S'il faut dire, ils sont le changement dans la continuité et non pas le changement dans la rupture comme ils prétendent l'être. Avant de passer la parole à M. Thiam, parce qu'on va y retourner, mais que dites-vous de ceux-là qui pensent, d'ailleurs M. Thiam également l'a affirmé tout à l'heure, ce procès qui tombe quand même à quelques mois, je peux le dire comme ça, de la présidentielle qui se prépare, et on connaît, vous l'avez aussi reconnu, c'est un poids lourd quand même Ousmane Sonko dans l'échiquier politique sénégalais. Est-ce que ce n'est pas un procès politique? Est-ce qu'on ne peut pas penser aussi que c'est un procès politique? La précaution introductive prise, on peut maintenant un peu discuter de la sphère sénégalaise sans toutefois se dire que nous avons des attentes vis-à-vis des acteurs. En fait, quand vous faites la socio-histoire de la scène politique sénégalaise, c'est une histoire faite de menaces sur le potentiel nouveau dirigeant. Finalement, ils deviennent nouveaux dirigeants. Vous allez voir que ça a été le cas entre Senghor et Diouf, puis Diouf et Wade et Macky. Donc, chaque fois dans la scène politique, lorsqu'un acteur devient proéminent, il y a une tendance de la part du dirigeant en place à lui mettre les bâtons dans les roues,
finalement, nous, on pense que c'est une sorte de rite initiatique au niveau du Sénégal. Et c'est une manière de voir si celui-là est quand même capable d'assumer les fonctions. On le dit comme ça, hein, ce n'est pas une manière d'encourager cela. Mais la récurrence de cette situation amène à se dire que c'est un test pour voir la capacité de résistance du dirigeant qui est en pleine construction. Et c'est quelque chose qui revient tout le temps qu'il y a un nouveau leader qui émerge. Cependant, dans le cas spécifique de Sonko, ça arrive sur un scandale qu'il ne faut pas minimiser, même si ses soutiens peuvent être amenés, une affaire de viol. Surtout que quand vous discutez avec, parce que nous avons pris le temps de discuter avec beaucoup de personnes sur Dakar, effectivement au Sénégal, il y a une faiblesse qui est reconnue à Sonko, c'est-à-dire il a un faible pour la gente féminine. Ça, c'est reconnu au moins. Donc, normalement, comme tout homme normalement constitué. Oui, tout homme normalement reconstitué, normalement constitué, on ne pourrait pas dire que ce soit un défaut en soi. Cependant, c'est quand même un élément qui lui est reconnu. Il n'est pas présenté comme l'homme le plus vertueux de Dakar. Donc, avec cette histoire, il ne faut pas totalement jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut y voir plus clair, il faut laisser à la justice de suivre son cours et observer quelle sera la décision qui sera prise. S'il est finalement exempté, s'il est finalement blanchi par la justice, ce sera ça sera à mettre sur son crédit, ça sera pour son crédit personnel. Mais s'il est écroué par la justice, et bien là, ça pourrait devenir un élément qui posera problème quant à ses ambitions présidentielles. Il faut le dire aussi, le président Macky Sall le fait dans le cadre d'éliminer un potentiel challenger, que ce soit pour lui s'il veut participer à un troisième mandat, ou bien ce que la Constitution ne lui permet pas encore, mais ou bien pour son poulain qu'il pourrait présenter. S'il va présenter un poulain, peut-être qu'il voudrait ménager l'espace de telle sorte que ce dernier passe comme une lettre à la poste à l'élection, que les choses ne soient pas difficiles pour ce dernier. Donc, il y a tous ces enjeux qui sont en cours, qui sont actuellement en train d'être mis en place dans ce procès. Et pour nous, nous allons être simplement des observateurs de ce qui se passe au Sénégal sans toutefois y accorder une attention particulière. Ibrahima Thiam, je vous retrouve. Vous avez donc suivi ici l'analyse de votre copanéliste Jonathan Batengene. Alors, oui, ce soutien peut-être à l'opposant Ousmane Sonko, mais on rappelle que justement son soutien dépasse les frontières du Sénégal par ce discours panafricaniste. Est-ce que, selon vous, on ne pourrait pas aussi penser, vous êtes en soutien, hein, mais après les analyses de M. Batengene ici sur le plateau, est-ce qu'on pourrait penser une usurpation? Il a parlé ici d'un joker des États-Unis au Sénégal. Je serais très heureux de répondre à Jonathan, parce que je vois que il a fait beaucoup de recherches, ou bien il connaît beaucoup le Sénégal par rapport à cette question de géopolitique. Mais je ne suis pas d'accord par rapport à ces analyses sur trois points. Déjà, je vais commencer à ce dernier qu'il a dit tout à l'heure. Il a parlé de Sonko a une faiblesse par rapport à la jeune féminine. Donc, j'aimerais savoir de quel critère il s'est basé sur ça et avec qui il a parlé au Sénégal pour pouvoir ressortir cette critère qui me gêne énormément. Donc, voilà quoi. L'autre point, c'est juste par rapport à l'analyse qu'il a faite, surtout en 2010-2011, avec l'avènement du mouvement Y en a marre. Je rappelle que pendant cette année, l'année 2010-2011, c'était une année mouvementée, pré-électorale par rapport à la question du troisième mandat du président Abdoulaye Wade. Il y avait beaucoup de mouvements et beaucoup d'acteurs qui se sont lancés. Il n'y a pas du Y en a marre. Il y avait le mouvement du 23 juin qui a même déclenché l'avènement de Y en a marre, son engagement, qui était un mouvement qui composait Y en a marre,
les partis politiques de l'opposition à l'époque, de la société civile. Ils ont été déterminants par rapport à la chute d'Abdoulaye Wade. Et une fois Macky Sall au pouvoir, avec la majorité présidentielle, 2 ans après, presque tous les têtes de file de ce mouvement M23, donc ils ont rejoint la mouvance présidentielle. C'est ce qui a un peu effrité ce mouvement. Éventuellement, il a rappelé tout à l'heure Jonathan, en 2015, une enquête du ministère de l'Intérieur qui faisait l'audit un peu de l'origine des financements. Il y avait les découvertes des financements du mouvement Yanama qui, à l'époque, avait un peu décrédibilisé le mouvement. Et jusqu'à peut-être bonne chance pour nous, je veux dire, parce qu'à l'époque, il y avait pas qui a été créé. Donc, il y a le président Ousmane Sonko qui est sorti du lot comme un acteur nouveau. Donc, l'histoire a démarré là-bas. Donc, c'est pas uniquement Yanama qui a porté cette... Il y avait Yanama, il y avait des gens de la société civile, tout ça. Et pour soutien aussi, nous, en tant que parti politique, PASTEF, donc, par rapport à notre offre politique, au début, c'était pas évident, parce qu'on n'avait pas beaucoup de soutien, mais au fil du temps, vu notre discours et l'esprit qu'on dégageait, on a eu beaucoup de soutien. Il n'y a pas uniquement Yanama, il y a des gens de la société civile, il y a même des partis de gauche à l'époque. Je me rappelle en 2017, notre première expérience électorale à la participation des élections législatives. Nous sommes partis en coalition Ndaye Askan Wi, PASTEF et presque tous les partis de gauche qui hésitaient, RMD, tout ça, MRS, tout. Donc, ils nous ont rejoints comme coalition politique. Ça nous a permis d'avoir un député à l'Assemblée, et c'était à l'époque le président Ousmane Sonko. Après, on a continué notre chemin. Donc, en 2019 également, on a eu des soutiens d'autres partis classiques et d'autres mouvements qui jouent en 2019 élections présidentielles avec la coalition Jotna. Donc, jusqu'à présent, nous sommes en coalition avec Yewwi Askan Wi, avec des partis classiques comme le Parti Socialiste, avec même l'intercoalition, le PDS qui nous a rejoint. Juste pour dire que nous, on ne s'est pas focalisé sur Yanama pour exister ou pas. Au contraire, on a porté ensemble dans notre destin politique un combat qui nous a permis d'être ensemble et de se soutenir mutuellement. Mais juste pour dire que au-delà de Yanama, donc on a eu une ouverture par rapport à tous acteurs qui ont décidé de nous rejoindre par rapport à notre offre politique. D'autres également choses que je ne valide pas à 100%, il a dit que PASTEF c'est le joker des États-Unis. Donc moi en tant que membre aussi du bureau, je fais partie aussi des plus anciens du parti. Et nous pour le moment, on n'a pas un partenaire fixe. Donc même la France, c'est vrai que nous ne sommes pas d'accord avec elle sur beaucoup de choses. Tant que ce serait un contrat et un partenariat gagnant-gagnant, donc on n'a pas un choix définitif par rapport à nos éventuels partenaires éventuels, que ce soit les États-Unis, la Chine ou bien la France. Donc je comprends, c'est la première fois quand même, j'entends que les États-Unis sont un peu notre jockey, donc ça je ne peux pas le valider ici. L'autre chose également, c'est juste pour dire que, c'est vrai, il a dit tout à l'heure, maintenant, PASTEF incarne le panafricanisme. Nous, en tant que jeunes politiques également, nous sommes en contact de plus en plus avec beaucoup de jeunes africains panafricanistes. Hier même, j'ai discuté avec des jeunes du Mali, donc on échange avec les jeunes du Burkina, tout ça, parce qu'ils ont vu que nous portons le même combat. Comme le président Ousmane Sonko, il a rappelé tout à l'heure par rapport à ses soutiens au niveau d'autres leaders de l'opposition africaine, il a rappelé tout à l'heure, que ce soit du Tchad, du Burkina ou bien du Niger, et même du Mali de la Guinée. Donc, tant que nous portons ensemble ce combat du patriotisme et du panafricanisme, donc nous sommes toujours dans cette optique d'essayer de trouver une collaboration par rapport à ça. Donc, nous, c'est ça notre approche. Nous ne sommes pas fermés, ou bien nous n'avons pas un choix définitif par rapport à un partenaire qui que ce soit. Mais monsieur Thiam, justement, parce que vous êtes revenu sur cette affaire de partenaire, c'est effectivement ça aussi, hein, le nœud de problème. Vous avez dit que plus ou moins, de toute façon, vous n'êtes pas reconnu dans ce partenariat avec les États-Unis, mais vous avez voilà, essayé de répondre à l'interrogation de Jonathan Batenguene. Mais justement, s'il y a cette accointance-là, ce lien avec ces différents partenaires
étrangers, que ce soit la France, les États-Unis, parce que vous n'avez pas été tranchant sur la question. Non, nous n'avons pas de partenariat. C'est comme pour dire que c'est peut-être possible. Alors, est-ce que cela répond à cette attente panafricaniste de la jeunesse, non seulement sénégalaise, mais aussi africaine? Non, effectivement, vous l'avez dit, hein, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui nous appartient revient au peuple sénégalais, comme si on peut dire la richesse de l'Afrique retourne aux Africains. Maintenant, nous ne vivons pas en autarcie, donc nous vivons dans un monde de globalisation, que ce soit au niveau du Sénégal ou bien au niveau sous-régional, tout ça. Mais quel que soit Alpha le partenaire, parce que nous sommes appelés à collaborer avec des partenaires financiers et techniques. Donc, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est de gérer notre recherche économique, de proposer un programme politique que les Sénégalais ont adopté, ce qui était un programme et qui est un programme actuellement, parce que je rappelle que nous sommes actuellement en production pour notre prochain programme politique pour la présidentielle 2024. Mais les grandes lignes reviennent à notre autonomie financière et à notre offre politique, qui dépend que toutes les ressources qui se trouvent dans notre sous-sol. Par exemple, je prends l'exemple des ressources naturelles, pétrolières et gazières. Après ça, découverte il y a 3 ans. Tout le monde a dit, le président Ousmane Sonko, Jonathan il en a parlé tout à l'heure, il a sorti un livre pour les failles qui n'étaient pas pour différents contrats proposés. Lui, il a dit, une fois au pouvoir, il va renégocier tous les contrats possibles. Or, pour négocier des contrats, c'est des partenaires, ça peut être des Français, ça peut être des Chinois, des Américains, tout ça. Tant que ça rime avec notre intérêt général, nous, on le fait. C'est juste pour faire une rupture par rapport à ce qui se faisait depuis toujours, de voir toujours le colon de l'autre côté qui dicte sa loi, qui dicte comment gérer notre ressource. Nous ne sommes pas d'accord par rapport à ces pratiques politiques. Nous allons résister par rapport à tout qui nous revient de droit et nous les défendre jusqu'au dernier centime. Donc, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France ou bien un autre pays, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de bien gérer notre ressources, de gérer une politique publique qui nous permet de rationaliser et de faire un développement social pour le compte du Sénégal et des Africains. Donc, c'est un peu ça notre position par rapport aux différents et éventuels partenaires. Même le président Ousmane Sonko, il a dit, il a été interpellé lors des élections de 2019 par des Français pour lui dire que est-ce que vous avez un problème avec la France? Il a dit non, on n'a pas de problème avec la France, mais ce qui nous oppose à elle, c'est d'avoir des contrats, et des partenariats gagnant-gagnant. Tant qu'on aura cette opportunité de faire du win-win, nous serons toujours ouverts, que ce soit avec la France ou bien d'autres partenaires. Merci une fois de plus. Merci une fois de plus à vous, monsieur Ibrahima Thiam. Alors, on va revenir ici sur le plateau. Qu'est-ce qu'on fait, la régie, pour cet appel qui est entré? D'accord, avant de revenir sur le plateau avec Jonathan, on va prendre ce téléspectateur. Allô? Monsieur Sapounou depuis les États-Unis, bienvenue. Merci Siké, bonsoir, bonjour. Bonjour à vos invités, Thiam et puis Jonathan. Bonjour à vos techniciens, bonjour à tous ceux qui écoutent For You Media. Vous voyez, le problème du Sénégal, c'est un problème un peu compliqué. Et moi, je me répète toujours à l'histoire, parce que le peuple sénégalais a été éduqué dans cette histoire. Senghor et au fond, comme s'ils ont participé à livrer l'Afrique de l'Ouest à la France. Et c'est ce qui pèse encore aujourd'hui, et c'est visible. Ça a des racines très profondes. Sincèrement, quand on parle de Sanko et autres, sincèrement, moi je n'ai pas un penchant en tant que tel, mais nous voulons que l'Afrique soit libre. Et nous devons connaître notre histoire et savoir d'où nous venons. Savoir les influences qui existent sur nos pays, surtout le Sénégal. Il faut se dire la vérité. Bon oui,
Je vais Thiam dire que partenaire avec les États-Unis. Vous vous trompez beaucoup, hein? Vous vous trompez tellement que je ne comprends pas. Depuis combien d'années vous êtes en partenariat avec les Américains? Qu'est-ce que vous gagnez dedans? Ou bien vous gagnez quelque chose? Ok, si vous avez, tant pis. Mais on ne comprend pas. Et c'est des gens qui ne se soucient de rien de vous. Ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez des sous-hommes pour eux. C'est tout. C'est tout. Il faut sortir. Il faut voir l'air qui s'ouvre à l'Afrique aujourd'hui et changer de mentalité. Ayez des partenaires. Aujourd'hui, tout le monde change de langage. Gagnant. Non, ceux-là ne feront jamais avec vous des partenaires gagnant. C'est des gens qui mangent gros. Vous vous trompez, mais que l'air qui s'ouvre maintenant vous forme à une nouvelle. Il faut avoir un cœur, pas de partenariat, pas un cœur appartenant à une personne, mais à l'idée que l'Afrique sorte des mains de l'Occident. Il n'y a plus de coopération à faire avec aucun pays, aucun pays occidental. Vous voyez, c'est clair, c'est difficile à dire, c'est vrai. Donc, le Sénégal, pour le moment, on est là. Ce que, là où je ne peux rien dire concernant ce que Batengere a dit concernant Sanko, parce que moi, je ne le connais pas pour dire il a ses bas, ses consorts. Non, je ne peux pas. Bon, on l'a interpellé, il va nous expliquer comment est-ce qu'il sait que Sanko, effectivement, a un penchant pour les femmes, ses consorts. Mais quand on est déjà un homme politique, dans ce sens, c'est ce qu'ils font. Ceux qui sont des hommes politiques en Afrique, c'est des menteurs. Ils ne veulent pas. Ceux que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui, c'est des menteurs. C'est des clubistes, c'est des francs-maçons qui ne se soucient pas de leur population. Plutôt, ils se soucient de leur argent qu'ils ont dans les comptes bancaires en Amérique et dans les pays occidentaux. Voilà, en gros, c'est ce que je peux dire. Nous observons et nous soutenons les jeunes Sénégalais qui veulent un changement réel. Un changement réel. Sortir de cette léthargie, de cette politique que la France a imposée au Sénégal. Vous vous souvenez de notre cher, illustre scientifique, j'ai encore oublié son nom déjà, vous m'excusez. Alors, je m'arrête là, nous sommes en guerre, et plus de bail et plus de conscience. Merci. Merci également à vous, Monsieur Jean, depuis les États-Unis. On reste au standard. D'accord, on va y revenir tout à l'heure, Jonathan Batengene, donc après cet appel de Monsieur Jean et bien sûr aussi l'intervention tout à l'heure de Monsieur Thiam. Et effectivement, c'est plus ou moins ce qui crée également le problème dans toute cette affaire. On a une jeunesse qui croit à un leader surtout jeune, en la personne de Monsieur Ousmane Sonko. Il tient justement ce discours panafricaniste qui est rassembleur, qui dépasse les frontières sénégalaises, qui touche vraiment à toute, on va dire quoi, la jeunesse africaine. Mais au vu plus ou moins si on s'en tient à vos analyses, on s'interroge sur, voilà, on va dire quoi. Merci la régie, merci pour l'appel, on va prendre l'appel. On s'interroge justement sur la fiabilité de ce combat qu'il présente à cette jeunesse sénégalaise. Si vous me permettez, ce sera votre interrogation, on va d'abord aller du côté du standard. Monsieur Mamadou, depuis le Cameroun, allô? Bonsoir madame. Bonsoir monsieur, bienvenue. Oui, merci, bonsoir monsieur Jonathan. Ok. Oui. Bon, en ce qui concerne le Sénégal, vous savez, depuis longtemps, ils sont pas pour les Africains, hein, parce que tous les partis politiques, que ce soit au pouvoir ou bien les partis politiques opposition, sont toujours financés par les Occidentaux. Ok, bon, je voulais aussi féliciter mon président, joyeux anniversaire par anticipation, le numéro 1 des panafricanistes. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci à vous, cher monsieur. Merci, monsieur Mamadou. Merci beaucoup. Jonathan Batengene. Oui, le Sénégal, c'est l'exemple du changement dans la continuité. Souvenons-nous, en 2008, lors de la tournée, je crois 2008, c'était ça, la tournée de Barack Obama en Afrique. 2010. Le président, oui, l'ancien président. Oui. 2010. 2010. Oui. Barack Obama, dans sa tournée en Afrique, a identifié un ensemble de pays qui devaient être les modèles
de ce que les États-Unis appellent la démocratie en Afrique. Et là, il va choisir 3 destinations. Le Kenya, le Ghana et le Sénégal pour l'Afrique francophone. Le Sénégal, c'est l'aboutissement du projet états-unien. Et au Sénégal, les États-Unis ont forgé ce qu'ils ont fait en Europe. En Europe, ils avaient fabriqué ce qu'ils appellent les Young Leaders. Au niveau du Sénégal, Obama va apporter ce qu'on appelle les Young Leaders Initiative. Et les Young Leaders Initiative, c'est de fabriquer une élite africaine qui va penser états-unienne, en fait, qui sera comme les Emmanuel Macron d'aujourd'hui en Europe, les Ursula von der Leyen de l'Europe, c'est-à-dire des grands colons qui vont détruire l'économie européenne, mais eux, dans la version africaine, vont porter l'économie africaine et la déposer sur la table états-unienne et vont faire des États-Unis le super boss du monde. En fait, le projet états-unien pour l'Afrique francophone part du Sénégal. Et c'est pourquoi vous voyez que l'Open Society in West Africa a choisi le Sénégal comme porte d'entrée. C'est au Sénégal qu'on expérimente aujourd'hui les mécanismes de ce qu'on appelle, ce que nous considérons comme les révolutions de couleur. C'est au Sénégal qu'on est en train d'expérimenter le modèle de ces jeunes leaders qui naissent sur la base d'aspirations légitimes à la base, parce que les aspirations qu'ils portent sont des aspirations légitimes. Ils luttent contre des phénomènes qui se propagent dans l'État africain, surtout en zone francophone, et ils se proposent comme étant des solutions. Sauf que ce n'est que des solutions dans la sphère de la continuité de la coopération avec les États-Unis. Or, regardons un peu ce que les États-Unis ont fabriqué. En 1964, en début de cette semaine, nous avons parlé du Brésil. En 1964, les États-Unis ont fabriqué en 1960, des super dictatures en Amérique latine. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient que l'Amérique latine était leur chasse gardée et que pour protéger l'Amérique latine, on pouvait s'entourer même des pires régimes qui devaient mater et pourchasser les communistes, tous ceux qui pensaient différemment. D'où la criminalisation des idéologies de gauche pendant les années 60 en Amérique latine. Et vous allez voir toutes les grandes dictatures qui se sont chevauchées en Amérique latine. En Argentine, il y a eu le dictateur Salazar. Il y a eu le dictateur, pardon, c'était Salazar, je crois bien. En Argentine. En Argentine, vous avez le dictateur Branco au Brésil. Vous avez d'autres dictateurs, non, c'était Pinochet. Pinochet en Argentine. Vous avez plusieurs dictateurs qui se sont succédés dans l'Amérique latine. C'est dire quoi? Sur la base de leur perception libérale, ils sont prêts à promouvoir même les pires régimes sur un territoire. Mais aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'utiliser la naïveté des peuples, c'est de flatter les peuples à partir d'arguments qui sont tout à fait légitimes, de leur donner l'impression que les leaders qui arrivent incarnent le changement, mais ces leaders, leur véritable vocation sera de saborder le système politique et de proposer les économies africaines sur un tapis. Mais est-ce que ce n'est pas rabaisser ce peuple lorsque vous dites que on est en train de se jouer de cette population qui semble être mature quand même. Ceux qui le font sont en train d'infantiliser ce peuple. Et excusez si nous le disons en des propos crus. Mais ils le font dans le sens où ils infantilisent. Le peuple sénégalais ne sait pas, ne peut pas reconnaître ce qui est bien pour lui. Parce que c'est aussi ça la question. Le premier principe, Madame Doumbé, le premier principe, parce qu'aujourd'hui, ce travail de consulting, au moins sur votre média, qui est un média sérieux, nous a amené un peu trop loin en matière de recherche. Il y a des choses, il y a des éléments sur lesquels nous tombons qui peuvent tout à fait créer chez certains des crises d'hystérie. Ces personnes ne considèrent pas que ces peuples-là réfléchissent. Ils travaillent essentiellement avec des élites. Notez que tout ce système que nous décrions, le poids de l'Open Society, ça ne se limite pas au Sénégal. Ces mêmes gens travaillent aux Nations Unies, où il y a des diplomates qui sont formés pour venir défendre les intérêts des peuples. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se foutent pas mal de ces diplomates. Ils travaillent avec une poignée d'individus. Une poignée. Quand vous regardez les processus de prise de décision aux Nations Unies, c'est contrôlé aujourd'hui par les ONG et certains pouvoirs. Et c'est ces ONG et ces pouvoirs qui sont aujourd'hui à la manette au niveau des territoires africains.
Et quand nous dénonçons leur activité, nous ne sommes pas en train d'infantiliser les peuples, mais nous disons que c'est comme ça qu'ils perçoivent ces peuples. Ils considèrent que ces peuples n'ont pas la possibilité de décrypter les mécanismes par lesquels ils les manipulent. Il y a beaucoup de lois qui ont été prises dans le monde qui ne sont pas des lois légitimes. Mais pourtant, c'est les lois qui appartiennent aujourd'hui au contexte juridique international et qui s'imposent au peuple. Lorsqu'on parle, par exemple, des lois contre, disons, la polygamie qui sont en train d'être montées. En Afrique, ce n'est pas populaire, ce n'est pas légitime. Dans le Moyen-Orient, où il y a l'islam est prégnant, ce n'est pas légitime. En Asie, il y a l'islam là-bas, ce n'est pas légitime. Et pourtant, chez eux, ils considèrent que ce qu'ils pensent doit être ce qui s'impose à tous les autres. Mais Jonathan, excusez-moi, qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui fait la différence entre le discours de M. Sonko, qui a une forte population, une forte jeunesse derrière lui, et le discours peut-être d'un M. Assimi Goïta, d'un M. Traoré, où également il y a cette jeunesse, et tous sont présentés comme des panafricanistes. Pourquoi l'un est bon et l'autre n'est pas bon? Pourquoi l'un usurpe le panafricanisme et l'autre pas? Nous ne disons pas que l'un est bon, l'autre n'est pas bon. Nous ne sommes pas dans les appréciations. Pourquoi l'un usurpe? Mais l'un usurpe parce que lui, il se propose comme étant dans un changement de rupture, et pourtant qu'il est dans un changement de continuité. La continuité, c'est quoi? Nous sommes dans un axe géopolitique connu actuellement en Afrique. L'axe géopolitique dominant en Afrique, c'est l'axe géopolitique dominé par l'Occident, avec les puissances de l'OTAN comme étant figure de proue. Parmi ces puissances de l'OTAN, il y a la France, il y a l'Angleterre. Et aujourd'hui, les États-Unis estiment qu'il est temps qu'ils prennent en main les territoires qui ont été de manière un peu gérés, eux ils diraient mal, par la France. Et donc ces territoires-là, ils prennent le territoire pilote comme étant le Sénégal. Au Sénégal, ils mettent sur pied le phénomène de révolution de couleur. Le mouvement Yanama et le mouvement qui a été, nous pouvons citer des noms, hein, Cheikh Tidiane Dièye, qui est aujourd'hui une des personnalités qui a écrit même un livre sur Ousmane Sonko. Il est lui-même un employé du système des ONG appartenant à George Soros, ou bien qui sont financés par George Soros. Vous avez une économiste également qui appartient au système des Nations Unies, mais elle-même, elle sort de la nébuleuse de George Soros. Vous voyez qu'un seul individu contrôle plusieurs personnalités qui sont des personnalités de premier plan, et c'est ces personnalités qui construisent l'opinion en faveur d'un leader. Et ce leader ne s'inscrit pas dans la rupture avec le bloc hégémonique géopolitique actuellement en Afrique et qui nous a causé la misère, parce que quand on parle de la misère, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale, c'est eux qui ont déstructuré nos économies, c'est eux qui ont créé des pauvres, des millions de pauvres partout en Afrique, qui ont construit le nid du chômage en Afrique, ont détruit le peu de tissu industriel national qui existait et ont entravé toute perspective de décollage économique en Afrique. Lorsque ces mêmes gens reviennent avec de nouveaux hommes politiques pour nous dire « nous voulons faire du changement », mais c'est une entourloupe. C'est nous prendre nous pour des enfants et des gens qui ne sont pas capables de savoir ce qu'il y a de mieux pour leur avenir. Le changement par la rupture, c'est ce qu'incarne Assimi Goïta. Le colonel Assimi Goïta, pourquoi il y a un changement de rupture? Il offre d'abord un nouvel horizon de coopération à son pays, la coopération multilatéraliste. Dans son cas, il avait une situation particulière, une situation sécuritaire particulière. Elle était chaotique. Il fallait trouver un partenaire autre que la France qui pouvait l'aider à lutter contre les terroristes. Alors qu'il a fait l'étude de ce que les terroristes sont réellement, il s'est dit, je ne peux pas gérer cela avec les Français. Il allait chercher des partenaires sûrs. Nous ne sommes pas en train de dire que être panafricaniste, c'est simplement coopérer avec la Russie. Mais c'est chercher des partenaires autres que dans le camp de l'Occident. Ces partenaires-là, c'est un peu ce que... et nous comprenons les revirements de situation, pourquoi quelque part il a été lâché, Macky Sall a été lâché par l'Open Society. C'est certainement dû au fait qu'il a commencé à aller rechercher les financements chez les Chinois et les financements chez les Iraniens. Il a commencé à aller chercher ces financements, ce qui de leur point de vue signifiait une rupture. Il se disait, celui-là, il risque de nous faire une rupture, il nous risque de nous faire un bébé dans le dos. Donc il faisait même plus peur en ce moment que tout autre opposant qui proposait un schéma de continuité de coopération avec eux.
Ils ont donc décidé de travailler avec Sonko. Sonko n'est qu'un changement dans la continuité. Macky Sall, c'est la continuité, c'est-à-dire que après les mouvements qui lui ont été imposés, il est revenu tout docile. Vous avez vu qu'il a même renoué ses relations avec la France-Afrique, si bien que la France-Afrique l'a rendu très docile et l'a humilié à New York. Vous avez vu un peu comment il a été appelé comme un petit enfant lors de la réunion entre les amis du patron de la junte française. C'était un peu ridicule, mais c'est un peu ce à quoi lui-même s'est prêté et c'était le salaire mérité du mauvais travail qu'il abat actuellement au niveau de l'Afrique de l'Ouest en se posant comme l'un des plus grands détracteurs du changement par la rupture qu'incarne Assimi Goïta. Merci une fois de plus à vous, Jonathan Batenguini. On va rentrer au standard. Monsieur Kalosili, bonsoir et merci d'être là. On vous écoute. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Ah, bonsoir, Madame Siké Doumbé. Bonsoir à vos invités, notamment Monsieur Batenguini. Monsieur Thiam. Okay. Aujourd'hui nous fait un développement qui me perd complètement. Bon, comme on le dit souvent, la pensée humaine est sans limite. Donc, Madame Siké Doumbé, je souhaiterais vous remercier aujourd'hui d'avoir pris la défense des pauvres africains qu'on considère à tort ou à raison comme des perpétuels petits bébés. C'est vraiment inacceptable. C'est vraiment inacceptable de faire croire que chaque fois qu'il se passe quelque chose en Afrique, que ça vient de l'extérieur. C'est vraiment pas acceptable. Je voudrais rappeler aux Africains qui écoutent For You Media que Macky Sall, qui est au pouvoir aujourd'hui, est arrivé au pouvoir parce qu'il y a eu alternance au Sénégal. Et qu'avant lui, il y a des gens qui ont tenté de mettre leur fils au pouvoir. Et Macky Sall qui est là aujourd'hui, Madame Doumbé Siké, c'est vraiment ce président a beaucoup travaillé pour le Sénégal. Mais regardez comment il est en train de polluer toute son action par cette histoire de troisième mandat, alors qu'il sait que la constitution sénégalaise l'interdit formellement. Son prédécesseur a essayé ça, ça n'a pas marché. Et le Sénégal est l'un des pays qui a connu des transitions depuis leur indépendance. Mais pourquoi vouloir nous faire croire que nous sommes des bébés en permanence? Ça, ce n'est pas acceptable. Regardez ce qui est en train de se passer à RCA. Le président Touadéra, il est là depuis 2008. Et il fait du bon travail. Au lieu de se concentrer sur son travail, il va nous lancer un écran de fumée de troisième mandat. Résultat, Madame Doumbé Siké, aujourd'hui même, à l'ONU, la France a sorti, a écrit, comment on appelle ça, ils ont encore lancé une motion pour le renouvellement de la MINUSCA. Pendant ce temps, les gens de la RCA se battent pour une constitution hypothétique. Alors qu'ils auraient pu eux-mêmes écrire à l'ONU pour demander le départ de la MONUSCA. Mais aujourd'hui, c'est la France qui écrit pour demander le maintien de la MONUSCA. Pendant ce temps, que font les Centrafricains? Ils se battent pour écrire une constitution. Mais vous voyez à quoi nous mène ce genre de raisonnement qui nous font croire qu'il y a des hommes immortels qui vont rester au pouvoir à vie pour servir la France ou les étrangers, parce que tous ceux qui viennent sont là pour servir les étrangers. Finalement, où allons-nous alors? Ceux qui sont là servent les étrangers et vous nous dites, oh, tous les jeunes qui vont arriver sont là pour servir les étrangers. Résultat, nous sommes coincés dans cette bouée où nous sommes des esclaves à vie. Ce n'est pas acceptable ça. Je vous dis, il faut modifier ce discours, M. Batenguini. Ce n'est pas acceptable. Nous voulons une jeunesse au pouvoir qui va faire ses preuves et montrer que nous pouvons construire un horizon différent de la misère que nous avons vécue jusqu'à présent. Excusez-moi, je suis un peu énervé. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous, Monsieur Sely. Merci d'être passé par ici ce soir. On va prendre notre téléspectateur, Zerfel. Ok, Zerfel depuis l'Allemagne. Bonsoir à vous, Zerfel. Bienvenue. Ok, bonsoir à la Diva, bonsoir à Jonathan, bonsoir à tous les techniciens. Vous êtes la Diva de tous les Africains. Parce que le travail que vous faites là, c'est un travail vraiment, vous méritez ça. On doit vous appeler une diva. Et tous les Africains, vous devez vous appeler la diva. Des choses comme des médias. Voilà. Merci, je finis de dire ça. C'est une parenthèse. Maintenant, moi, ce que je vois au Sénégal aujourd'hui, voyez-vous,
les gens, je ne sais pas comment l'Africain il réfléchit, quoi. Parce qu'il a fait 2 mandats, 10 ans, si on veut voir. Il a fait 10 ans au pouvoir. Alors, si tu as fait 10 ans et que, comment dire, ce qui est écrit dans la Constitution, si tu voulais, changer cela, c'est au début de tes 2 mandats que tu devais faire ça. Mais à la fin, vous envoyez toujours, des guerres inutiles dans le pays que vous avez dirigé pendant des années. Et vous avez vécu là-bas, vous vivez là-bas avec vos enfants, vos parents, et vous voulez mettre ce pays-là en feu parce que vous avez fini vos mandats, et maintenant vous voulez gâter ce que vous avez donné à vos citoyens. Et c'est normal pour quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui pense que vraiment il est un être humain. Il ne peut pas se permettre à faire ce genre de trucs. Parce que vous avez chez vos amis qui sont en Europe, les Français qui sont là, ils vous envoient, qui vous donnent des petits, des miettes, et vous voulez gâter ce pays-là. Moi, je ne comprends pas l'Africain. Après, ils vont nous insulter. On est tous des bon, je ne vais pas dire le mot, mais ils vont nous toujours traiter comme des sous-hommes. Voyez-vous ça? Alors, donc, chose à ce Macky Sall là, et qu'il prend, après ces 2 mandats, il va s'asseoir. Ce n'est pas seulement la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde s'il n'est pas le président aujourd'hui. S'il ne fait pas le 3e mandat, chose au Sénégal, il peut faire autre chose. Parce que d'autant plus que tu as servi le pays pendant 10 ans, tu peux créer des sociétés pour mettre les Sénégalais au travail. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux écouter les petits blancs qui sont ici pour que vous, c'est-à-dire que vous allez prendre l'argent des Africains pour donner à ces petits blancs pour développer leur pays. Et toi, dans ton pays, tu le laisses comme ça dans la poussière, dans la pauvreté. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas des grandes écoles, il n'y a pas des écoles de la technologie. Et vous donnez cet argent-là ici, et ils vont vous ramener cet argent sous forme de de crédit ou de toutes sortes de merde en Afrique. Mais c'est pas normal. Il faut que tout Africain réfléchisse au moins, pour qu'on nous donne un peu de respect. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, et je dis au Sénégal, au Burkina et au Mali, et choses en Centrafrique, les gars commencent à nous respecter. Parce que ce que Poutine est en train de faire aujourd'hui, moi, les Africains qui traînent encore des pieds pour arriver chez Poutine, là, ce sont des lâches. Parce que ce que le monsieur est en train de faire, là, c'est pas pour l'Ukraine, c'est pour que l'Africain puisse avoir de quoi en manger. Pour qu'il puisse profiter de ces biens qu'il a dans le sous-sol et sur la terre. Alors, quand on voit toutes ces choses-là, et puis on traîne, parce que le petit blanc qui est là, qui est en train de vivre correctement, qui a tout le luxe autour de lui, et tandis que toi-même, tu vois tes pauvres citoyens qui ne peuvent même pas trouver quelque chose, 2 repas, un repas même dans la journée, et tu veux foutre la merde. Vraiment, vraiment, il faut qu'on arrête ça maintenant. Parce qu'on en a marre. Ce n'est pas l'histoire de politique, mais quand on voit qu'on traîne, on est en train de traîner des casseroles inutilement pour aider certains Européens comme la France, moi je suis désolé. Il faut que cela prenne fin maintenant pour que nous puissions aller de l'avant avec l'Afrique. Merci. Merci beaucoup. Merci également à vous, Zerfel, depuis l'Allemagne. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On va donc, pour les minutes qui nous restent, on referme le standard définitivement, on remet la thématique pour nos téléspectateurs et on va refaire le tour pour les minutes qui nous restent. Alors, je vais commencer par vous, Monsieur Ibrahima Thiam, pour sortir. Ensuite, je reviendrai ici sur le plateau avec Jonathan Batenguene. Donc, Monsieur Thiam, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux Sénégalais au milieu de tous ces doutes, au milieu de ces soutiens? Quel est le message que vous pouvez porter aujourd'hui à ce peuple sénégalais et aussi africain qui vous regarde? Merci beaucoup. C'est une question importante. Quand on demande en tant qu'acteur politique, aussi responsable politique du premier parti de l'opposition passée. Donc, tout ce
Tout ce que je vais dire, c'est juste allant dans le sens de servir notre pays. De servir notre pays. Parce que nous vivons dans un contexte un peu difficile avec les crises et les questions de géopolitique au niveau international. Nous tous, nous savons que nous, surtout les pays africains en développement, il y a les lobbies qui pèsent sur nous, que ce soit sur le plan géopolitique, sur le plan commerce, sur le plan économique, tout ça, c'est des lobbies. Et vraiment, en tant que aussi pays en développement qui a subi l'esclavage, la domination coloniale, pétrolière, c'est un peu compliqué. Mais à un même moment, on peut avoir un message d'espoir, d'autant plus que l'Afrique est riche. Un pays individuellement comme le Sénégal, bien le Burkina ou bien le Mali, c'est des pays qui regorgent de recherches extraordinaires. Tout ce qu'il manquait, c'est d'avoir du leadership, d'avoir des dirigeants, d'avoir des présidents de la République qui font la politique, non pas pour servir de l'autre côté, mais pour servir son peuple et les Africains. Et je pense que le message commence à être compris par rapport aux Africains et même nos leaders. Parce que quand on voit maintenant, pour le cas du Sénégal, il y a eu des alternances. Récemment, nous avons une population jeune qui commence à s'intéresser et à s'engager activement en politique. Récemment, lors des 2 dernières élections, on a beaucoup de maires jeunes comme maire des collectivités territoriales, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, il y a 30 ans. Même à l'Assemblée nationale actuellement, il y a eu beaucoup de députés jeunes, juste pour dire que la jeunesse s'engage maintenant. Et c'est une jeunesse qui est très consciente des enjeux de l'heure. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, c'était notre mission au début. Et aussi notre leader, à chaque fois, il parlait de soi-même, de parler de, on ne peut pas se développer toujours en dépendant de l'autre. C'est possible d'être sénégalais, c'est possible d'être africain, de rester en Afrique, de rester au Sénégalais, de rester au Mali ou bien au Burkina, construire ensemble notre pays pour que le rêve tant entendu par rapport au développement de l'Afrique qu'on puisse l'avoir. Je suis très optimiste par rapport à ça. Je l'ai dit tout à l'heure, je parle avec beaucoup de jeunes qui ont le même état d'esprit que moi. Et nous avons des leaders aussi, je suppose, qui se parlent. Un Goïta du Mali parler ou bien le colonel Touré du Burkina ou bien de notre pays. Donc tu sens un vent du changement et je pense qu'on ne peut qu'avoir un sentiment d'optimisme par rapport au lendemain de l'Afrique. Tout ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des dirigeants et des présidents de la République qui militent et qui comptent pour l'Afrique et l'intérêt des Africains et des peuples. Et c'est possible. Jonathan Batenguino va donc sortir avec vous. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir? C'est vrai que M. Ousmane Sonko, la première audition, du moins, il a été auditionné aujourd'hui. C'est un procès quand même de tous les enjeux parce qu'il est considéré comme finalement le principal opposant du président Macky Sall. On rappelle qu'il est dit, c'est ce qui est dit, que le président Macky Sall a écarté les 2 autres possibles adversaires. On parle du maire de Dakar, Khalifa Sall, et de l'ancien ministre Karim Wade. Oui, c'est tout à fait malsain ce qui se passe à ce niveau-là. C'est le jeu politique. C'est politique, c'est le jeu politique. Nous n'allons pas faire trop de commentaires sur les actions de Macky Sall parce que lui-même n'est pas panafricaniste. Donc nous n'allons pas nous appesantir sur une politique qui n'est pas panafricaniste, donc qui est une politique de mort, une politique qui ne va pas aider le Sénégal, plus que ne l'a aidé celle de Wade et moins que celle de Senghor et Diouf avant. Tous ces leaders jusqu'à présent ont servi le Sénégal comme étant le meilleur élève de la mafia internationale. Et c'est à partir du Sénégal que beaucoup de déstabilisations ont été organisées sur l'Afrique de l'Ouest. Ce modèle qui a perduré et qui semble vouloir perdurer avec Sonko devrait cesser. Il faut qu'on le répète encore, Sonko n'est pas panafricaniste et les soutiens autour de lui, d'ailleurs, si vous regardez la construction de son leadership, vous allez sur Jeune Afrique, vous trouverez un article réalisé avec tous les leaders qui le soutiennent. Vous allez faire des recherches sur tous ces leaders.
vous comprendrez toute la nébuleuse autour de M. Sonko. C'est le joker des États-Unis et nous restons assez fermes là-dessus. Ce n'est pas un panafricaniste. Maintenant, s'il incarne le changement dans la continuité au Sénégal, ce n'est pas nouveau. Abdou Diouf, avant lui, l'était déjà. Ouad, avant lui, l'était déjà. Macky Sall, avant lui, l'était déjà. Ce n'est qu'une tradition sénégalaise. La continuité, le changement dans la continuité. Ce qui reste encore à espérer des jeunesses sénégalaises, c'est qu'elles aient un sursaut de rupture, de véritable rupture, qu'elles se lèvent et qu'elles cherchent leur avenir en dehors de l'axe tout à fait compromis et compromettant de la France-Afrique et de Washington, parce que le Sénégal est en train de devenir une puissance gazière. Ce Sénégal a un gisement de près de 50 milliards de gaz, de mètres cubes de gaz qui a été découvert. Et ce gisement-là, c'est le début d'une nouvelle aventure pour ce pays. Si ce pays se donne à Washington, eh bien les Sénégalais n'auront que leurs yeux pour pleurer, parce qu'après 50 ans, ils seront encore au même niveau de développement. Maintenant, pour ce qui est de la... Il y a un téléspectateur qui a parlé de... Monsieur Sely. Tout à fait. Monsieur Sely, il a parlé du Centrafrique. D'abord, c'est une imposture qui se passe au niveau du Conseil de sécurité. Cette résolution, nous sommes au courant et nous suivons cette actualité. D'ailleurs, la ministre Baipo Témon a communiqué aujourd'hui sur Twitter en dénonçant cette ingérence de la France et cette manière de faire des autorités de la junte française. Il se passe qu'au Conseil de sécurité, on n'abordait que le dossier centrafricain de manière résiduelle, ne donnant même pas la parole aux acteurs. Le dossier principal, c'était le dossier ukrainien. Ça, c'est le témoignage de Mme Baipo Témon. Et tout se passait comme si il fallait seulement reconduire le dossier que la France avait déjà rédigé pour le compte de la MINUSCA en Centrafrique. On n'a pas donné l'opportunité à la Non, on n'a pas donné. Donc, contrairement à ce que M. Sely pense, c'est toute une mascarade qu'il est en train d'adouber. Un autre élément, il veut justifier, il y a toute une campagne de bashing qui est organisée contre la RCA ces derniers jours. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir des médias, par exemple, Corbeau News de Bangui, une sorte de journal, c'est aussi digne d'un chiffon, pas du tout très consistant, avec des snipers de la presse qui écrivent des élucubrations du genre, le Centrafrique aurait armé une rébellion qui attaque le Tchad. Qu'est-ce qui est visé dans cette histoire? En fait, se rendant compte que par M. Mbolingumba, et d'ailleurs nous demandons que demain la thématique soit mise à l'ordre du jour, elle soit inscrite à l'ordre du jour, comme ça nous allons mieux débattre de la question. Mais M. Mbolingumba, son échec fait que les fractions du Centrafrique, et on ne saurait placer cela comme étant une volonté de briguer un troisième mandat. D'ailleurs, nous disons une chose et nous le répétons encore. Si vous êtes panafricaniste et que vous êtes pour la limitation des mandats, vous êtes en contradiction avec vous-même. Vous êtes en contradiction. Le panafricanisme, ce n'est pas la démocratie occidentale. Le panafricanisme ne reprend pas les termes les fétichismes occidentaux pour en faire des éléments de gouvernance en Afrique. C'est pourquoi nous ne parlons jamais, nous utilisons les contradictions, la duplicité sur le discours des droits de l'homme, mais nous ne sommes pas les promoteurs des droits de l'homme. Nous disons une chose, la question des droits de l'homme ne se pose pas en Afrique parce que l'Afrique est la fondatrice, la pierre fondatrice des droits de l'homme. La déclaration de Kourafougane, je crois, au Mali, la charte du Mandé. Toutes ces déclarations sont les premiers textes sur les droits humains. Et nous ne faisons pas la promotion des droits de l'homme à l'occidental. C'est des éléments de colonisation qui ont servi à empêcher l'Afrique de s'émanciper. On a utilisé la démocratie, on a utilisé la démocratie en tant que slogan, la démocratie qui elle-même n'existe pas en Occident. On a utilisé les droits de l'homme, on a utilisé le droit à l'environnement, le droit de l'environnement, on a utilisé la protection des minorités. C'est des éléments qui ont été utilisés pour notre colonisation. Ne répétons plus les mantras
auxquels les Occidentaux eux-mêmes ne croient pas. Ne répétons plus ces fétichismes. C'est des arguments, des pseudo-arguments qui ne tiennent pas quand nous voulons lire la réalité africaine. Nous, panafricanistes, nous avons développé notre propre ligne, notre propre grille de lecture. Et cette grille de lecture, jusqu'à présent, fait ses preuves et vous voyez qu'il y a des résultats positifs qui sont engrangés par les Africains grâce à cette grille de lecture panafricaniste. Merci à vous, Jonathan Batengene, notre consultant permanent ici à For You Media Africa. Merci d'avoir été avec nous. On remercie également M. Ibrahima Thiam. Vous êtes économiste, membre du bureau politique national de PASTEF, les Patriotes au Sénégal, coordonnateur national de la jeunesse patriotique du Sénégal, JPS. Merci d'avoir également été avec nous. Voilà donc, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette autre édition du Point sur l'actualité. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.